canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler coffret Blu-ray qui a été édité chez Carlotta, qui s'appelle donc la trilogie Musashi. C'est une trilogie réalisée par Hiroshi Inagaki. Et parmi les... Alors donc il y a trois films, il y a la légende de Musashi qui est sortie en 54, le duel à Ichijoji en 55 et la voix de la lumière en 56. Les trois films sont en couleur et les trois films, vous les retrouverez dans cette édition extraordinaire de chez Carlotta. Et parmi les nombreux suppléments, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle la trilogie Musashi ou l'âge d'or du cinéma japonais. C'est une interview de Pascal Alex Vincent et la construction d'un mythe avec Fabien Moreau. Et bien Fabien Moreau et Pascal Alex Vincent sont là. Ils ont accepté de venir ou de revenir pour Fabien parce qu'on l'avait déjà vu chez Microciné. Il était venu nous parler de son livre sur l'âge d'or du cinéma japonais de science-fiction, Les Envahisseurs, le Kaiju. Et il était venu et je lui en suis reconnaissant. Et Pascal Alex Vincent qu'on connaît, mais qui n'était pas venu encore chez Microciné. Donc merci beaucoup Fabien et Pascal Alex d'être venus, ça me fait plaisir. Comment allez-vous ? Très bien, ma foi, c'est bientôt la fin de l'année et à partir du 21 décembre, les jours rallongent, donc ça me met de bonne humeur. Alors, comme j'expliquais, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette trilogie, comme moi par exemple, je l'ai découvert en recevant le coffret, c'est comme ça que j'ai su qu'elle existait. Enfin, j'en avais entendu parler, mais peut-être pas forcément, j'avais plus entendu parler du personnage en lui-même. Mais et donc j'ai découvert ces trois films extraordinaires. Et juste pour commencer, je pose souvent cette première question de base afin de comprendre un peu quel est le lien qu'entretient l'invité avec le sujet. Cette trilogie, vous l'avez découvert quand vous étiez gosse, adolescent? Comment ça s'est passé cette rencontre avec cette trilogie? Est-ce que vous connaissiez déjà le cinéaste ou le personnage aussi? Parce que c'est un personnage réel, même si on va en parler après, il y a des moments de fiction autour de sa vie. Comment s'est déroulée cette première rencontre? Allez, Pascal Alex, comme tu es nouveau chez Microciné, donc à toi l'honneur. Alors moi, j'ai le privilège d'avoir fait partie de la société qui a distribué en premier ces trois films au cinéma en 1993, donc il y a longtemps. Cette société avait pour vocation de distribuer le cinéma japonais en France et l'a fait copieusement durant toutes les années 90. Et en 93, on a eu envie de sortir cette fameuse trilogie Musashi qu'on a sortie à Paris au Max Linder Panorama et dans toute la France. Et en fait, quand on a sorti cette trilogie, on l'a sortie parce qu'on savait que le livre dont elle est l'adaptation, qui est une version romancée de la vie de Musashi, puisqu'il a réellement existé, voilà, La Pierre et le Sabre. Le livre était un succès en librairie. Depuis le début des années 80, il était en poche, il était même chez France Loisirs. Enfin voilà, c'est un des plus gros succès en fait en France de la littérature japonaise. On s'est dit, puisque le livre marche, pourquoi ne pas sortir son adaptation cinématographique? Sauf que quand on s'est penché sur la question, on s'est vu qu'il n'y avait pas une adaptation, mais plein d'adaptations des aventures de Musashi. Mais on a décidé de sortir celle qui était la plus connue, puisqu'elle a été qu'elle a gagné un Oscar dans les années 50, Oscar du meilleur film étranger. Et puis qu'en plus, elle a été interprétée par Toshiro Mifune, l'acteur japonais le plus célèbre de tous les temps. Et voilà. Et du coup, ça faisait deux raisons pour sortir cette trilogie au cinéma. Et évidemment, enfin, c'est jamais évident, mais ça a été un très, très gros succès de l'été 1993. Il y avait des files d'attente interminables sur les grands boulevards devant le Max Linder. Enfin, à l'époque, on a fait des chiffres vraiment spectaculaires. C'est comme ça que j'ai découvert, j'ai découvert les trois films, c'est en les sortant, tout simplement. Et donc, ça me fait plaisir que près de 30 ans après, Carlotta Film les sorte, mais cette fois-ci en version restaurée. Alors, ils les ont sortis en salle et maintenant dans ce sublime coffret Blu-ray DVD, mais en version restaurée. Donc, voilà, voilà, c'est magnifique à regarder. Les couleurs sont juste incroyables. La réédition, enfin non pas la réédition, la sortie salle, c'était au mois d'août. C'était cette année au mois d'août. Oui, c'est ça. C'était au mois d'août 2021. Et pour la première sortie en 1993, c'était le 4 août
1993. Ce qui est fou, c'est que donc c'est sorti une première fois donc le 4 août 1993 et une deuxième fois le 4 août 2021. Ce sont des films estivaux, comme on dit. Et toi, Fabien, comment ça s'est passé cette rencontre? Est-ce que ça a été d'abord le livre, ou alors après le film, ou l'inverse? Alors en fait, ça a été le film d'abord, dans la mesure où lorsque j'étais étudiant en 2003, j'ai acheté ce coffret. Ah Euh, oui, il est connu ce voilà, coffret. Ah oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle très bien. un coffret Kurosawa. Donc à l'époque, les droits étaient gérés par la société en question, je crois, hein, de Pascal Alex Vincent en question. Il y a la mention derrière. Et dans un de ces DVD, donc de la légende du grand judo, il y avait, on va dire, un florilège de bandes-annonces de films d'arts martiaux, de films de sabre, et il y avait la bande-annonce de la trilogie Musashi, enfin du premier en tout cas. Et ça m'a interpellé parce qu'en fait, on voyait ces images en Technicolor qui étaient absolument sublimes. Alors, pas du tout restaurées à l'époque. Il y avait des scratchs sur les images, les couleurs étaient un peu délavées, mais ça donnait envie parce qu'on voyait que ça allait être une espèce de romance épique avec des scènes de bataille, peut-être des combats éventuellement. Donc, ça m'a vraiment interpellé. Et à la fin de la bande-annonce, il y avait un carton mentionnant que les films allaient sortir peut-être prochainement en vidéo. On ne savait pas chez qui. Et ensuite, en 2005-2006, il y a eu une première sortie DVD chez, D'accord. chez Pathé. Et c'était Jean-Pierre Dionnet qui avait géré cette sortie à l'époque en 2005. C'était dans la collection Asian Star. Et du coup, bon, j'avais vu les films une première fois. Encore une fois, les films n'étaient pas encore restaurés. Et bon, à l'époque, j'avais pas trop adhéré au film, curieusement, parce que bon, j'étais dans ma période Kurosawa, Baby Cart, Zatoichi, donc on va dire que j'avais une approche un peu plus frontale du film de sabre. Hein. Donc moi, c'était surtout les combats et les mecs qui se toisent à la Sergio Leone avant de se battre. Dans les films de Kiyoshi Okamoto, Hideo Gosha, c'était plus ça qui me plaisait. Mais là, en les revoyant, parce que Pascal m'a proposé de participer justement au coffret Blu-ray. Là, je les ai revus d'une perspective complètement différente et là, je les ai adorés. 15 ans plus tard, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Pascal Alex, ou Non, non, j'aurais- pas du tout. Oui, oui. Je me souviens très bien de ce magnifique coffret rouge de chez Arte, Arte DVD, voilà, qui est devenu une pièce très recherchée par les collectionneurs. Voilà, alors ça s'est beaucoup vendu à l'époque. Voilà, c'est un coffret d'une sélection de films d'Akira Kurosawa qu'on avait fait avec Arte. Et chaque coffret est numéroté. Voilà, il y a des tas de bonus formidables, dont un avec Christophe Gans, par exemple. Et voilà, et c'est vrai que parmi les bonus, il y avait la bande-annonce du premier épisode, en l'occurrence la légende de Musashi. Et voilà, et ça fait partie de cette époque où on découvrait on a découvert dans les années 90 tout un pan du cinéma japonais classique auquel on n'avait pas vraiment accès à l'époque, parce que voilà, d'une part, Internet n'existait pas encore, et puis la diffusion du cinéma japonais était très très maigre. Et donc voilà, et dans les années 90, tout d'un coup, des dizaines et des dizaines de films nous sont arrivés, puisque les tiroirs des compagnies japonaises se sont enfin ouverts. Et ça a permis, entre autres, la sortie du coffret Kurosawa, du premier coffret Musashi chez Pathé, et de tant d'autres découvertes chez Panda Film, Ciné Horizon et autres. Voilà, on a eu accès enfin au cinéma populaire japonais, notamment donc le cinéma de sabre. de ça. Les trois films mettent en perspective l'histoire plus ou moins romancée d'un personnage qui a réellement existé et qui s'appelait Miyamoto Musashi. Donc la trilogie, et c'est pour ça qu'elle s'est connue sous le nom de trilogie Musashi. C'était qui Musashi, ce personnage? Et on sait, et maintenant, enfin, quand on s'y intéresse, il y a un livret extraordinaire, j'ai oublié de le mentionner dans le coffret. Le livret, c'est celui-ci.
Musashi, La Voix du Samouraï au cinéma, et c'est donc à propos de la trilogie, et c'est écrit par Denise Griset et vous-même, Pascal Ex-Vincent. Et vous racontez, et en lisant le livret, on comprend que c'était un personnage extrêmement important à l'époque, mais aussi jusqu'à aujourd'hui, que c'est vraiment quelqu'un de très iconique. Il y a eu des répercussions sur, non pas forcément sur les arts martiaux, mais sur tous les arts en général. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Fabien et toi, Pascal, c'était qui ce personnage? Je crois qu'il a existé au 16e, 17e siècle. Et qu'est-ce qu'il a, quelles ont été les répercussions de sa vie sur le Japon d'aujourd'hui? Enfin, le Japon de l'époque, en tout cas, quand les films ont été faits. C'est qui ce personnage? Vas-y, Fabien. Voilà, c'est plutôt ta spécialité. Hein. Bah alors pour faire court, c'était il a fait beaucoup de choses, mais avant tout c'était un sabreur, c'est un très grand guerrier, quelqu'un qui a vraiment contribué à ce qu'on pourrait appeler, je mets des guillemets, un l'art de la guerre. Voilà. Et donc il a été un grand combattant, mais sa particularité c'est qu'il a ensuite théorisé sur l'art du sabre, sur son art de l'escrime, voilà, sur la façon de se battre. Et donc, et il a été à la fois un combattant mythique que tout le Japon du début du XVIIe siècle connaissait. Il s'est illustré dans de nombreux duels et combats seul contre tous. Supposément, attention, hein, parce qu'il y a la vérité, puis il y a la légende, bien sûr. Et beaucoup d'histoires sont racontées à son sujet, certaines authentiques, certaines un peu inventées, puisque entre-temps, la peinture, la littérature, le manga, le cinéma sont passés par là. Hein. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut démêler ce qui s'est réellement passé de ce qui a été inventé par la légende. Mais voilà, donc c'est un grand guerrier qui a poussé les limites de l'art du sabre et de l'escrime, mais qui voilà, n'a pas fait que ça, puisqu'il il a commenté ce qu'il savait faire. Il a été aussi calligraphe, peintre, et puis écrivain, puisque voilà, il est l'auteur d'un ouvrage de référence, le traité des 5 roues, où il fait un peu le bilan de tout ce qu'il sait faire avec un sabre, voire 2 sabres. Et vous l'avez lu, ce traité? Moi, non. Je devrais, hein, mais j'avoue que je l'ai parcouru, mais le lire, c'est génial, hein, c'est un bouquin manifestement fabuleux, mais voilà, ça demande enfin, il faut se jeter dans ce livre corps et âme, mais hélas, je l'ai parcouru parce que ça m'intéresse évidemment, mais j'ai préféré lire plutôt la version romancée de sa vie. C'est-à-dire pas ce qu'il a écrit lui, mais ce qu'on a écrit sur lui, qui est très très fun. Et notamment, il y a eu beaucoup de choses, hein, mais le roman que Fabien Moreau nous a montré tout à l'heure, La pierre et le sabre, voilà, qui a été écrit au début des années 30 par Eiji Yoshikawa, voilà, une des pierres de touche de la littérature populaire japonaise. Hein, ça se lit très facilement, c'est très romanesque, c'est un vrai roman d'aventure. Et ça s'inspire de la vie de Miyamoto Musashi, en prenant certainement des libertés sur les faits, bien sûr. Mais voilà, c'est ce livre qui a terminé d'inscrire définitivement Musashi dans la légende. Il y a un côté très fordien d'inscrire Musashi dans la légende par rapport à l'homme qui tue à Liberty Valence. Je pense qu'on va revenir sur le côté légende. Pardon Fabien, je t'en prie. Non, mais en fait, j'allais te dire, effectivement, entre raconter la vérité et imprimer la légende, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est vraiment la légende, parce qu'il y a vraiment, il faut, comme beaucoup de personnages historiques, je pense à Wong Fei-hong par exemple en Chine, il faut faire un distinguo entre le Musashi historique et le Musashi, on va dire, des romans, parce que c'est vrai que le livre de Yoshikawa, ça avait été publié sous la forme d'un feuilleton, en fait, sur quasiment 4 ans, en fait, dans un quotidien japonais. Donc c'était vraiment, on va dire, une littérature feuilletonesque, presque comme un serial écrit que les Japonais suivaient pendant littéralement 4 ans. Donc c'est quelque chose qui les a maintenus en haleine, en fait, pendant... avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, avant exactement. la Seconde Guerre mondiale. En 35-39. Donc du coup, c'est vrai que c'est ça qui a généré, on va dire, tout l'intérêt des
des Musashi de cinéma, même s'il y en a eu bien avant, hein, Pascal le dit dans son bonus, c'est depuis 1908 qu'il y a des Musashi au cinéma, mais c'est vrai que c'est cette version-là, ce bouquin-là, enfin ce feuilleton-là, qui est publié sous forme de roman ensuite, qui a vraiment, on va dire, sédimenté le mythe Musashi et qui a, on va dire, donné le là sur toutes les adaptations cinéma qu'on verra quasiment après. C'est vrai que on a celle d'Inagaki, mais il en a fait d'autres avant. Il y a celle de Tomo Uchida qui aussi est en plusieurs parties. Il y a même eu un film d'animation produit par Mamoru Oshii il y a quelques années qui était justement un documentaire animé sur l'histoire de Musashi. Hein. Donc même quand on prend des séries, par exemple, de super-héros comme Ultraman, donc qui est un super-héros géant, le but c'était d'en faire une sorte de Musashi super-héros, c'est-à-dire quelqu'un qui va élaborer une stratégie de combat bien spécifique pour désarçonner l'adversaire. C'est-à-dire le but c'est quasiment d'énerver l'adversaire, le pousser à bout pour pouvoir gagner. Parce que c'est vrai que Musashi n'avait pas forcément des techniques très nobles pour vaincre ses duels. Alors des fois ça pouvait être arrivé en retard, très en retard pour déstabiliser l'adversaire, pour l'énerver. Des fois, c'était se mettre dos au soleil pour que l'ennemi ait le soleil en pleine tête et que du coup, il est en position de fragilité par rapport à son duel. Et c'est quelque chose limite, c'est des tropes qu'il a créé aussi pour tout le cinéma de sabre japonais d'une certaine manière. Oui, il arrivait aussi, paraît-il, sur les champs de bataille, il arrivait, paraît-il, hein, évidemment, est-ce que c'est vrai, bon. Mais il arrivait en hurlant, en poussant des cris comme s'il était possédé par quelque chose de maléfique. Et ça interloquait tellement les adversaires qu'ils se faisaient avoir, les fameux adversaires. Donc, comme s'il était possédé par un démon. Et c'est là qu'en fait, il se mettait en scène, en fait. C'est ça qui est incroyable. Exactement comme tu disais, Fabien, quand il arrivait en retard, c'était une façon constante de se mettre en scène. Et évidemment, c'était de la mise en scène souvent très imprévisible. Et c'est comme ça que ses adversaires se faisaient tuer, en fait. Il y a un côté l'homme son nom, parce qu'à un moment vous évoquiez Sergio Leone, je crois au début, il y a un côté l'homme son nom, quelqu'un comme ça qui arrive, on ne sait pas d'où il vient et qui finalement use et abuse de stratagèmes pour arriver à ses fins. Enfin, je dis, c'est pas un côté entier de l'homme son nom, mais il y a comme ça des petites accointances avec ce personnage-là. Je pensais souvent à Clint Eastwood, quelqu'un de très, voilà, qu'on connaît pas trop. Parce que, comme vous le disiez, ce personnage a sillonné le Japon, et c'est comme ça qu'il a rencontré pas mal de personnes, c'est comme ça qu'il a fait pas mal de duels durant son enfance, et aussi voire adolescence, et ça me faisait... Pour moi, il était évident que ça devienne un personnage de cinéma, avant l'heure. Il y a quelque chose... Il a quelque chose de l'ordre de... Enfin, la fiction chez lui est plus importante, comme tu le disais, Fabien, que le réel. Donc la légende est plus importante que le côté... En fait, ce gars-là devait finalement un jour ou l'autre être gravé sur la pellicule. Il y a comme ça quelque chose une espèce de destinée cinématographique assez incroyable. Par rapport aux adaptations, là on va venir dire... On parle du cinéma. Par rapport aux adaptations cinématographiques, vous évoquiez qu'il y avait pas mal de cinéastes qui se sont attelés, qui ont questionné frontalement ce personnage. Est-ce que, j'imagine, pour chaque cinéaste, il y avait un style différent, certes, on apprend que Mizoguchi en a fait partie, mais comment était regardé ce personnage à travers les nombreux cinéastes qui l'ont questionné? Est-ce qu'il y avait toujours la même manière de le mettre en scène, de le regarder, ou il y avait il y avait une uniformisation, ou il y avait quelque chose qui était différent pour chacun des cinéastes? Fabien, tu veux répondre ou... Alors, oui, je vais faire une petite réponse, mais en fait, c'est vrai que ça dépend du point de vue du cinéaste aussi, ça dépend aussi de la structure des scénarios aussi, puisque la version de Inagaki, enfin en tout cas cette version-là de Inagaki, la trilogie Musashi, prend le parti pris de la mythologie à l'état pur de la chronique presque. Donc c'est-à-dire ça va être une chronique qui va être effectivement de l'ordre de la mythologie, donc avec une formation de personnages de Takezo brut dans la première partie, mais à partir du deuxième film, sa légende le précède à chaque fois en fait. Donc on y a l'écho de son arrivée qui arrive toujours avant lui d'une certaine manière. Et il est toujours regardé de manière assez un peu déférente. C'est une espèce comme ça de personnage un peu absolu qu'on essaie d'approcher, un peu d'atteindre
aussi bien les femmes autour de lui que les enfants autour de lui qui veulent justement profiter de son apprentissage. Et lui, il prend beaucoup de recul par rapport à ça en disant aux gens non, mais je suis pas du tout à la hauteur de ma légende, je suis pas du tout comme ci, je suis pas du tout comme ça. Alors qu'il s'inscrit dans un cycle mythologique campbellien, comme je le mentionne dans le bonus. Après, par exemple, Inagaki avait fait une autre version avant, une autre trilogie où on est du point de vue de Sasaki Kojiro, qui est un peu son grand adversaire historique, où on raconte l'histoire d'une autre manière, en fait. Donc finalement, Musashi n'est pas forcément perçu de la même façon. Dans les versions de Tomo Uchida, par exemple, là, on est beaucoup moins dans l'idéalisation du personnage déjà. Par exemple, il y avait un film dans les années 2000 qui s'appelait Aragami de Ryuhei Kitamura, qui était en fait deux personnages qui étaient dans une pagode justement qui se parlaient, c'était deux sabreurs, et il se trouve qu'à mi-parcours du film, on découvrait que l'un des deux, c'était Miyamoto Musashi, et donc du coup, il s'était retiré du monde, et il y avait un discours comme quoi il serait presque immortel, en fait. Donc, ça montre un petit peu, le caractère mythologique et malléable de ce personnage, en fait. Après, Et c'est vrai qu'il est considéré comme un héros national au Japon. Il y a sa statue à Kyoto. Il y a sa statue aussi dans plusieurs villages au Japon. Donc, c'est vraiment une figure très respectée. Après, c'est vrai que le traitement du personnage a évolué selon les époques. Et par exemple, la version de Kenji Mizoguchi date de 1944, au moment où le Japon est en guerre, et où Musashi, c'est un exemple. Voilà, il est érigé en exemple pour les soldats qui font la guerre dans les années 40. Et la version qui nous réunit aujourd'hui, qui est la version éditée dans le coffret de Carlotta Film, là aussi, le personnage est très sérieux. Hein. On n'est pas encore dans la parodie du Western Spaghetti. C'est vraiment un personnage montré comme noble, qui fait un apprentissage très long, qui a des origines rurales, paysannes, qui est un peu mal dégrossi au départ et qui va subir un apprentissage très intense. Et qui va devenir progressivement Musashi, parce que c'est ça que raconte la trilogie, hein, c'est comment on devient Musashi, et c'est ça que raconte une partie de la trilogie. Et puis c'est peut-être plus tard, bien plus tard, quand le personnage va être adapté dans les années 60-70, que les côtés sombres de Musashi vont enfin être convoqué, parce que c'était quand même un barbare, le gars. Hein. Il a tué beaucoup de gens. Et voilà, il était du côté de la violence. Hein. Donc, il y avait quand même un côté psychopathe dans le personnage. Mais ça, dans la trilogie d'Hiroshi Nagaki du coffret DVD Blu-ray, c'est pas cette version-là qu'on a. C'est le héros. C'est un héros. Qui fait un apprentissage en même temps qu'il traverse le Japon à pied. Mais qu'est-ce que disent ces trois films qui ont été réalisés vraiment entre 53, 54, 55, je crois, ou c'est 54, 55, 55. Bref, en tout cas, ils ont été réalisés sur 3 ans. Ces films-là, ce qu'ils disent de cette société japonaise de l'époque, j'imagine que c'est complètement différent de ce que, par exemple, ça disait des films de les films de Mizoguchi disaient autre chose de cette société. Qu'est-ce que ça disait exactement, cette trilogie-là, la version de Inagaki? Ça disait quoi de ce Japon d'après-guerre? Est-ce que selon vous, il y avait des résonances avec l'actualité? Alors, Fabien, tu pourras compléter, mais oui, dans le sens où cette trilogie-là arrive pile après que les Américains soient partis du Japon, puisque les Américains ont occupé le Japon de 1945 à 1952. 52, c'est la date officielle où ils partent, parce qu'ils ont d'autres guerres à faire ailleurs et d'autres intérêts
financiers, économiques ailleurs. En vérité, ils sont encore là, hein, mais bon, officiellement, en 52, les troupes, les troupes d'occupation américaines s'en vont. Et ça a été une période, l'occupation américaine, où voir des films de sabre était devenu très dur, puisque l'occupant américain contrôlait de manière très étroite la production cinématographique japonaise. L'occupant américain a, dans un premier temps, considérablement favorisé la diffusion du cinéma américain au Japon après-guerre, hein, parce qu'il y avait cette idée d'apprendre les vertus de la démocratie au peuple japonais. Et pour ça, donc, les Américains ont copieusement mis du cinéma américain dans les salles japonaises, avec les films de Frank Capra et plein d'autres films. Dans un deuxième temps, on contrôlait de manière très étroite la production du cinéma japonais et pas prohibé, mais ni interdit, mais on décourageait les studios de faire du cinéma de sabre parce que selon les forces d'occupation américaines, ça exaltait un sentiment ça exaltait la japonité, ça exaltait des idéaux d'un Japon féodal que les Américains ne voulaient plus voir convoqués ni dans la littérature ni au cinéma. Il était temps de montrer un Japon moderne, un Japon, encore une fois, sous la démocratie, sous une démocratie nouvelle, donc. Et donc, les films de samouraï, les films de sabre n'étaient pas du tout les bienvenus pendant les années d'après-guerre. Quand les Américains s'en vont, c'est devenu plus facile, même si la censure américaine avait déjà levé le pied dès le tout début des années 50. Et donc là, c'est le moment de rendre au public japonais ce qu'il n'a pas eu pendant ces 7 années, c'est-à-dire des héros, des samouraïs héroïques, des films avec des sabres et des kimonos. Et donc, un grand studio comme la Toho, qui est un énorme studio à l'époque, qui est en train de triompher avec les 7 samouraïs et Godzilla, donc, que Fabien connaît bien. Bien, la Toho va offrir au public ce cadeau tant attendu depuis la fin de la guerre. C'est le retour de Musashi sur grand écran. Voilà. Donc, ils vont faire dans un premier temps, en 1951, une première trilogie autour de Kojiro, l'ennemi, donc comme disait Fabien, l'ennemi historique de Musashi, avec une apparition dans le dernier épisode de Musashi lui-même, déjà interprété par Mifune. C'est une trilogie en noir et blanc autour de Kojiro. Et puis, donc, à partir de 54, une somptueuse trilogie en couleur. Souvenons-nous qu'à l'époque, le cinéma en couleur, encore plus au Japon, était rare. Quand un film en couleur sortait, c'était un événement. Le cinéma était essentiellement en noir et blanc. Cette trilogie est une manière de rendre au public une figure de samouraï héroïque et de lui rappeler certaines valeurs d'un Japon d'autrefois, et aussi de refaire découvrir au public japonais le Japon à travers ce road movie. C'est une façon de leur rappeler la beauté du pays et de certains idéaux chevaleresques. Ouais, et puis aussi, c'est une belle manière de ressusciter le mythe par le prisme du feuilleton, c'est-à-dire qu'on va récupérer le mythe, mais pour en dresser un portrait héroïque, parce que bon, il faut aussi un peu recharger les batteries du public japonais de manière positive. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'offrir un contraste avec ce que fait Kurosawa parallèlement sur les 7 samouraïs, qui a quand même un portrait un peu moins glorieux de ces guerriers-là. Là, on va dire qu'on revient sur quelque chose, entre guillemets, comme disait Pascal, de beaucoup plus noble, quelque chose qui va vraiment donner du baume au cœur au public japonais en allant, on va dire, sur l'aspect, entre guillemets, noble des samouraïs, des bushi, plutôt que de les montrer effectivement comme des crapus, des individus, on va dire, opportunistes. Ce que montre Kurosawa dans son film, en fait. Et ça va pas empêcher cette samouraï d'être un carton. Et puis je pense que c'est aussi une belle manière pour la Toei d'entrer effectivement dans cette course au cinéma en couleur, en fait, puisque la Daiei avait marqué le coup déjà dès le début avec pas mal de films, notamment La Porte de l'Enfer, qui avait été fait déjà
en 53, qui était déjà un film en costume en couleur. Mais la Toho avait pas forcément pour but de faire des films de festival. Là, pour le coup, c'était vraiment faire du cinéma pour le public japonais, alors que finalement, les films de la Daiei, eux, avaient beaucoup plus de résonance aussi à l'étranger, en portant beaucoup de prix pour des festivals. Bien que le premier Musashi avait remporté l'Oscar du meilleur film, je crois, en 56. Je trouve ça paradoxal que ce film-là de samouraï, pardon, entre parenthèses, qui était plus ou moins proscrit par les Américains entre 45 et 52, bah, que ce film-là obtienne l'Oscar du meilleur film étranger, donc c'est-à-dire quelque chose qui a une résonance avec les États-Unis d'Amérique. Enfin, je trouve ça super paradoxal finalement. C'est un comble, on peut dire ça comme ça. Les temps changent, et puis c'est vrai que la Toho avait implanté des cinémas aux États-Unis pour que certains spectateurs puissent les voir. Et puis l'année 56, c'est particulier parce que c'est l'année où le Japon rentre dans l'ONU. Alors je me demande s'il y avait une espèce de correspondance. C'est probable, c'est probable. Est-ce qu'on essaie de marquer le coup en donnant un Oscar à une jolie chronique mythologique en couleur, je ne sais pas, mais il y a une correspondance de date qui est assez intéressante. On sent qu'il y a une intendue culturelle et politique, en fait. C'est une vision de voir les choses. Il y a un peu de ça. Et aujourd'hui, comment elle est perçue est-ce que les cinéastes japonais ont besoin de l'aura de Musashi pour parler un petit peu de la société, du monde dans lequel ils vivent, ou c'est plus aussi évident que dans les années 50, 60, 70? Comment est considéré ce personnage aujourd'hui dans le cinéma? J'entends bien dans le cinéma. Hein. Bon, en fait, Musashi, c'est exactement comme Zorro en Amérique ou D'Artagnan chez nous. Il y a toujours un Musashi qui va nous tomber dessus, exactement comme il y a toujours un Trois Mousquetaires qui va nous tomber dessus. D'ailleurs, il y en a un qui arrive en France, une énorme production française qui arrive bientôt. Pareil pour Zorro, il y a toujours un Zorro qui nous guette. Au Japon, il y a toujours un Musashi qui nous guette, tôt ou tard, que ce soit à la télé, au cinéma. C'est aussi un héros de jeux vidéo, Musashi. Voilà, donc c'est inépuisable. C'est-à-dire que c'est une franchise quasiment. Et puis il y a on peut même évoquer, comme on le fait pour les films de super-héros de Marvel ou DC Comics, c'est une sorte de Musashi Universe, je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà, avec des personnages secondaires qui ont leur propre film. Donc ça voudrait dire qu'il y aura un film dans lequel on verra tous les acteurs qui ont joué tous les rôles de Musashi, un peu comme Spider-Man. Oui, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Parce que le premier Musashi date des années 1908, je crois, donc ça c'est compliqué. Mais oui, pourquoi pas. Mais non. Et c'est une marionnette en plus. C'est une marionnette si j'ai bien. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que Musashi, ça ne faiblit jamais. Ça ne faiblit jamais. Donc, puis à partir du moment où le jeu vidéo s'en est emparé, ça le rend plus vivant que jamais, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a cette logique sans aller dans le multivers, c'est vrai que Inagaki, ayant fait une trilogie sur Sasaki Kujiro, où Musashi est un personnage secondaire, et ensuite switcher et faire 2-3 ans plus tard une trilogie sur Musashi où Sasaki devient lui-même le personnage secondaire, mais l'absolu vers lequel tente, c'est quand même intéressant de voir qu'à chaque fois on peut raconter ces histoires-là, mais en basculant les perspectives. Et si je ne me trompe pas, Inagaki a refait un film sur Sasaki Kojiro dans les années 60. Tout à fait. Où Tatsuya Nakada, il joue le rôle de Musashi là. Voilà, exactement. Comme quoi, on peut toujours raconter la même histoire, mais il suffit qu'on injecte un élément dans la mythologie ou qu'on en enlève un pour aller vers un basculement de l'histoire. Enfin, les Japonais aiment faire ça, j'ai l'impression, de façon de raconter les mêmes histoires, mais à chaque fois de proposer des variations assez subtiles sur des récits assez incontournables. C'est ça. Tout à fait, c'est vraiment inépuisable. C'est inépuisable.
Et on peut très bien aussi trouver des Japonais qu'on aura le bol. Hein. Ah oui, oui. Le public, genre, ah non, Musashi, c'est bon, ça va. Donc, voilà. Mais en France, évidemment, le personnage nous est moins familier. C'est pour ça que la sortie de cette trilogie est un événement. Puis, alors, bon, c'est pas le premier Musashi qui nous arrive en France. Hein. La version de Kenji Mizoguchi est également sortie en DVD. La version très très longue de Tomu Uchida est aussi sortie en DVD. Mais la version que tout le monde aime, c'est celle-ci, c'est celle d'Inagaki. Parce qu'elle est extrêmement romanesque. C'est vraiment du cinéma populaire d'autrefois. Ce qui me plaît beaucoup dans cette version d'Inagaki, c'est que la dimension feuilletonesque de l'œuvre littéraire d'origine de Eiji Yoshikawa, elle se voit dans la trilogie. C'est étonnant, c'est-à-dire que on a l'impression, en voyant ces 3 films, qu'à l'intérieur même des films, c'est des chapitres. Un peu avec un cliffhanger à chaque fois ou parfois une conclusion, mais voilà, on voit bien que le film est conçu exactement en respectant l'idée romanesque d'une saga extrêmement chapitrée et avec voilà plein d'épisodes qui se suivent bien sûr, hein, mais voilà, c'est ça qui est très séduisant dans cette trilogie Ninagaki, c'est sa dimension romanesque et très colorée par ailleurs. Hein. Et puis surtout, il se passe toujours quelque chose. Ça t'arrête jamais, hein. C'est toujours des révélations, des contre-révélations. Et c'est vrai que le premier est presque épileptique. Pardon, épileptique. Pardon. Le premier procède presque par ellipse en fait, tellement il va vite et tellement beaucoup de choses se passent sur plusieurs années de manière extrêmement rapide. La cadence, elle est presque infernale. Ce qui est assez intéressant avec cette trilogie, c'est que surtout la scène finale du 3e film, le fameux duel au soleil, c'est une scène qui a été vraiment récupérée à plusieurs reprises et qui a été copiée et parodiée, notamment dans mon bouquin sur le cinéma de SF. Je mentionnais un film, alors je ne sais plus lequel c'était un film, une comédie dans lequel il y avait des éléments de science-fiction qui commençaient par un détournement justement de cette scène finale de Musashi où on voit 2 types qui se battent sur fond de soleil couchant. En fait, on réalise en fait que c'est un tournage de film. En fait, bon, il y a toujours une manière comment dire, de revoir un petit peu cette scène. Et il y avait ce film des années 80, Sayonara Jupiter, dans lequel on a un astronaute américain qui décide de se faire dans sa station spatiale un programme de film Toho. Alors, parce que c'était un film Toho. Et donc, il regarde 2 films. Il regarde un Godzilla et il regarde le 3e Miyamoto Musashi avec la scène de... Même dans l'espace, même dans le futur, on va toujours regarder la légende de Musashi d'Inagaki. Bah, peut-être qu'il faudrait maintenant faire un Musashi versus Alien. Oui, oui, bah oui, bah oui. Comment détruire le xénomorphe en arrivant en retard. Voilà. Non, mais c'est surtout, c'est vrai que revoir, je pense que la chance de voir ces films aujourd'hui, c'est de les voir en version restaurée. Je pense que ça modifie complètement la perspective et le regard qu'on a dessus parce que on prend conscience du travail des équipes et surtout de la picturalité absolue qui habite ces films en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est fabuleux avec ces versions restaurées du coffret Carlotta, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir les films dans toute la splendeur du premier jour, tel que le public japonais les a découverts dans les années 50. Donc, puisqu'on parle de cinéma américain, ce qui m'a surpris à l'époque, quand j'ai vu la première fois la trilogie, c'est notamment dans le premier épisode, Musashi qui se fait entraîner, protégé, encadré par un petit moine tout chauve qui ne cesse d'émettre des maximes, des proverbes, etc. Pour moi, c'est une scène de l'Empire contre-attaque. C'est Luke Skywalker et Yoda, hein, ni plus ni moins. Voilà. Après, on sait, hein, George Lucas n'a jamais caché voilà, l'influence que le cinéma japonais d'aventure a eu sur sa saga Star Wars. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, Fabien, la Toho a ouvert des cinémas aux États-Unis.
permettant au public américain et à la communauté japonaise qui vivait aux États-Unis, qui n'était pas moindre, qui permettait donc à ce public-là de découvrir les productions Toho avec des sous-titres anglais. Et on peut imaginer que toute la génération de Lucas, Scorsese, etc., ont pu voir ces films dans ce qu'on appelle les Toho Theaters, qui étaient dans les grandes villes universitaires américaines, New York, San Francisco, etc. Oui, il y avait le fameux Toho La Brea, Oui. qui est peut-être le cinéma le plus connu. Mais c'est vrai que par exemple, il y avait un mythe comme quoi Godzilla, le premier Godzilla n'avait jamais été diffusé aux États-Unis dans sa version, on va dire, originale, non remontée. En fait, c'est faux. D'abord, en fait, la version originale japonaise avait été diffusée de manière très discrète dans ces cinémas Toho américains. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils avaient décidé, que certaines personnes avaient décidé de racheter le film pour le distribuer de façon massive et de le retoucher, en fait. C'est ça. Mais ce qui montre quand même que la Toho faisait quand même un travail d'implantation de ces films sur le cinéma américain qui était quand même assez ciblé. Je pense qu'il y avait un désir de conquête du marché qui était là. Très manifestement, ouais. Très manifestement. Surtout que ça avait profité à la Daillé, l'éternel concurrent, qui avait très tôt eu une volonté très manifeste d'exporter ses films dans un premier temps dans le reste de l'Asie. Hein, le patron de la Daillé, Masaichi Nagata, a eu le bon réflexe de diffuser du cinéma Daillé dans tout le reste, dans les autres pays asiatiques. Ouais. Et puis, bien sûr, à partir du moment où, à partir de la première Palme d'Or cannoise avec un film Daillé, La Porte de l'Enfer, dont j'aime à rappeler qu'il a fait presque 2 millions d'entrées en France à l'époque, eh bien, voilà, les autres studios japonais se sont dit il faut exporter, et ça a profité à cette fameuse trilogie Musashi. Oui, bien sûr. Il y a un très beau cadeau de Noël si on a des gens fans de films de sabre dans sa famille. Mais s'il en reste, parce que je sais que ça part comme des petits pains, mais je sais qu'il y a des boutiques où il en reste, donc voilà. Ça. Et en effet, c'est un très beau cadeau de Noël, on peut le dire. 3 films en plus, c'est pas 3 films de 3 heures, hein, c'est 3 films d'1h45. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de cinéma romanesque à l'ancienne. Hein. Bonheur. Voilà, cette trilogie s'était aussi exportée dans les pays de l'Est à l'époque. Voilà, moi j'ai une amie qui a la fiche polonaise même d'époque. Et donc voilà, cette trilogie Musashi a participé vraiment à la découverte du cinéma japonais. Évidemment, l'Oscar a aidé, hein, mais à la découverte du cinéma japonais dans les années 50. Voilà. Et le cinéaste Hiroshi Inagaki, quelques années plus tard, aura également le Lion d'Or à Venise avec un film qui s'appelle L'Homme au pouce-pouce, avec encore une fois Toshiro Mifune. Voilà, donc Inagaki, cinéaste à découvrir assurément, parce qu'il a une très longue filmographie. Il n'est pas de la même génération que Kurosawa, hein, il est bien plus âgé, puis il a démarré surtout dans le muet, ce qui n'est pas le cas de Kurosawa. Et ça a vraiment été un cinéaste au service du divertissement grand public. Il n'a fait que des films en costume des années 20 aux années 70, hein, donc très très longue carrière au service du divertissement grand public. Il a même fait une version de Cyrano qui s'appelle Samurai Saga. C'est ça, avec Toshiro Mifune, avec un faux nez. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Fabien Moreau, merci beaucoup Pascal-Alex Vincent. En tout cas, c'était un plaisir. Et comme tu l'as montré, le coffret trilogie de Musashi de Hiroshi Nagaki qui est édité chez Carlotta, c'est en Blu-ray, c'est juste somptueux. Extraordinaire en tout cas le rendu des couleurs et bien évidemment les 3 films sont importants comme vous l'évoquiez Pascal-Alex, il faut absolument les voir. Merci à vous et puis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.